6. Lutte pour la journée de travail normale. Limitation légale coercitive du temps de travail. La législation manufacturière anglaise de 1833 à 1864. Après des siècles d'efforts, quand le capital fut parvenu à prolonger la journée de travail jusqu'à sa limite normale maxima, et au-delà jusqu'aux limites du jour naturel de 12 heures, note 98, alors la naissance de la grande industrie amena dans le dernier tiers du XVIIIe siècle une perturbation violente qui emporta comme une avalanche toute barrière imposée par la nature et les mœurs, l'âge et le sexe, le jour et la nuit. Les notions mêmes de jour et de nuit, d'une simplicité rustique dans les anciens statuts, s'obscurcirent tellement qu'en l'an de grâce 1860, un juge anglais dut faire preuve d'une sagacité talmudique pour pouvoir décider, en connaissance de cause entre guillemets, ce qu'était la nuit et ce qu'était le jour. Le capital était en pleine orgie. Note 99. Dès que la classe ouvrière, abasourdie par le tapage de la production, fut tant soit peu revenue à elle-même, sa résistance commença, et tout d'abord dans le pays même où s'implantait la grande industrie, c'est-à-dire en Angleterre. Mais pendant 30 ans, les concessions qu'elle arracha restèrent purement nominales. De 1802 à 1833, le Parlement émit 3 lois sur le travail, mais il eut bien soin de ne pas voter un centime pour les faire exécuter. Note 100. Aussi restèrent-elles lettres mortes. Ouvrez les guillemets. Le fait est qu'avant la loi de 1833, les enfants et les adolescents étaient excédés de travail toute la nuit, tout le jour, jour et nuit, ad libitum. Note 101, fermez les guillemets. C'est seulement à partir du Factory Act de 1833, s'appliquant aux manufactures de coton, de laine, de lin et de soie, que date pour l'industrie moderne une journée de travail normale. Rien ne caractérise mieux l'esprit du capital que l'histoire de la législation manufacturière anglaise de 1833 à 1864. La loi de 1833 déclare, entre guillemets, que la journée de travail ordinaire dans les fabriques doit commencer à 5h30 du matin et finir à 8h30 du soir. Entre ces limites, qui embrassent une période de 15 heures, il est légal d'employer des adolescents, c'est-à-dire des personnes entre 13 et 18 ans, dans n'importe quelle partie du jour. Mais il est sous-entendu qu'individuellement, personne de cette catégorie ne doit travailler plus de 12 heures dans un jour, à l'exception de certains cas spéciaux et prévus. Fermez les guillemets. Le 6e article de cette loi arrête, ouvrez les guillemets, que dans le cours de chaque journée, il doit être accordé à chaque adolescent dont le temps de travail est limité, 1h30 au moins pour les repas. Fermez les guillemets. L'emploi des enfants au-dessous de 9 ans, sauf une exception que nous mentionnerons plus tard, fut interdit. Le travail des enfants de 9 à 13 ans fut limité à 8 heures par jour. Le travail de nuit, c'est-à-dire d'après cette loi le travail entre 8h30 du soir et 5h30 du matin, fut interdit pour toute personne entre 9 et 18 ans. Les législateurs étaient si éloignés de vouloir toucher à la liberté du capital dans son exploitation de la force de travail adulte, ou suivant leur manière de parler, à la liberté du travail, qu'ils créèrent un système particulier pour prévenir les conséquences effroyables qu'aurait pu avoir en ce sens le Factory Act. Le plus grand vice du système des fabriques, tel qu'il est organisé à présent, est-il dit dans le premier rapport du Conseil central de la Commission du 25 juin 1833, c'est qu'il crée la nécessité de mesurer la journée des enfants à la longueur de celle des adultes. Pour corriger ce vice sans diminuer le travail de ces derniers, ce qui produirait un mal plus grand que celui qu'il s'agit de prévenir, le meilleur plan à suivre semble être d'employer une double série d'enfants. Fermez les guillemets. Sous le nom de système des relais, System of Relays, ce mot désigne en anglais comme en français le changement de chevaux de poste à différentes stations, ce plan fut donc exécuté, de telle sorte par exemple que de 5h30 du matin jusqu'à 1h30 de l'après-midi, une série d'enfants entre 9 et 13 ans fut attelée au travail, et une autre série de 1h30 de l'après-midi jusqu'à 8h30 du soir, et ainsi de suite. Pour récompenser, messieurs les fabricants, d'avoir ignoré de la façon la plus insolente toutes les lois promulguées sur le travail des enfants pendant les 22 dernières années, on se crut obligé de leur dorer encore la pilule. Le Parlement arrêta qu'après le 1er mars 1834, aucun enfant au-dessous de 11 ans, après le 1er mars 1835, aucun enfant au-dessous de 12 ans, et après le 1er mars 1836, aucun enfant au-dessous de 13 ans, ne devrait travailler plus de 8 heures dans une fabrique. Ce libéralisme, si plein d'égards pour le capital, méritait d'autant plus de reconnaissance que le Dr Farr, Sir Andrew Carlyle, Sir Charles Bell, M. Guthrie, etc., en un mot les premiers médecins et chirurgiens de Londres, avaient déclaré dans leur déposition comme témoins devant la Chambre des communes que tout retard était un danger, periculum in mora.
le docteur Farr s'exprima d'une façon encore plus brutale. « Il faut une législation, s'écria-t-il, pour empêcher que la mort puisse être infligée prématurément sous n'importe quelle forme, et celle dont nous parlons, celle à la mode dans les fabriques, doit être assurément retardée comme une des méthodes les plus cruelles de l'infliger. » Note 102, fermez les guillemets. Le Parlement réformé, entre guillemets, qui, par tendresse pour messieurs les fabricants, condamnait pour de longues années encore des enfants au-dessous de 13 ans à 72 heures de travail par semaine dans l'enfer de la fabrique, ce même Parlement, dans l'acte d'émancipation où il versait encore la liberté goutte à goutte, défendait de prime abord aux planteurs de faire travailler aucun esclave nègre plus de 45 heures par semaine. Mais le capital, parfaitement insensible à toutes ces concessions, commença alors à s'agiter bruyamment et ouvrir une nouvelle campagne qui dura plusieurs années. De quoi s'agissait-il? De déterminer l'âge des catégories qui, sous le nom d'enfants, ne devaient travailler que 8 heures et étaient de plus obligés à fréquenter l'école. L'anthropologie capitaliste décréta que l'enfance ne devait durer que jusqu'à 10 ans, tout au plus jusqu'à 11. Plus s'approchait le terme fixé pour l'entière mise en vigueur de l'acte de fabrique, la fatale année 1836, plus les fabricants faisaient rage. Ils parvinrent en fait à intimider le gouvernement à tel point que celui-ci proposa en 1835 d'abaisser la limite d'âge des enfants de 13 à 12. Sur ces entrefaites, la pression du dehors devenait de plus en plus menaçante. La Chambre des communes sentit le cœur lui manquer. Elle refusa de jeter plus de 8 heures par jour des enfants de 13 ans sous la roue du Jaggernaut capitaliste, et l'acte de 1833 fut appliqué. Il ne subit aucune modification jusqu'au mois de juin 1844. Pendant les 10 ans qu'il régla, d'abord en partie puis complètement le travail des fabriques, les rapports officiels des inspecteurs fourmillent de plaintes concernant l'impossibilité de son exécution. Comme la loi de 1833 permettait aux seigneurs du capital de disposer des 15 heures comprises entre 5h30 du matin et 8h30 du soir, de faire commencer, interrompre ou finir le travail de 12 ou de 8 heures par tout enfant et tout adolescent à n'importe quel moment, et même d'assigner aux diverses personnes des heures diverses pour les repas, ces messieurs inventèrent bientôt un « nouveau système de relais », d'après lesquels les chevaux de peine, au lieu d'être remplacés à des stations fixes, étaient attelés toujours de nouveau à des stations nouvelles. Nous ne nous arrêtons pas à contempler la perfection de ce système parce que nous devons y revenir plus tard. Mais on peut voir du premier coup d'œil qu'il supprimait entièrement la loi de fabrique, n'en respectant ni l'esprit ni la lettre. Comment les inspecteurs auraient-ils pu faire exécuter les articles de la loi concernant le temps de travail et les repas avec cette tenue de livre si complexe pour chaque enfant et chaque adolescent? Dans un grand nombre de fabriques, la même brutalité et le même scandale reprirent leur règne. Dans une entrevue avec le ministère de l'Intérieur, 1844, les inspecteurs de fabrique démontrèrent l'impossibilité de tout contrôle avec le système de relais nouvellement mis en pratique. Note 103. Cependant, les circonstances s'étaient grandement modifiées. Les ouvriers manufacturiers, surtout depuis 1838, avaient fait du bill des 10 heures leur cri de ralliement économique, comme ils avaient fait de la charte leur cri de ralliement politique. Même des fabricants qui avaient réglé leur fabrique d'après la loi de 1833 adressèrent au Parlement mémoire sur mémoire pour dénoncer la concurrence immorale des faux frères auxquels plus d'impudence et des circonstances locales plus favorables permettaient de violer la loi. De plus, en dépit du désir que tout fabricant avait de lâcher bride à sa cupidité native, leur classe recevait comme mot d'ordre de ses directeurs politiques de changer de manière et de langage à l'égard des ouvriers. Elle avait besoin en effet de leur appui pour triompher dans la campagne qui venait de s'ouvrir pour l'abolition de la loi sur les céréales. On promit donc non seulement de doubler la ration de pain, mais encore d'appuyer le bill des 10 heures, lequel ferait désormais partie du règne millénaire du libre-échange. Note 104. Dans ces circonstances, il aurait été par trop imprudent de venir combattre une mesure seulement destinée à faire de la loi de 1833 une vérité. Menacés enfin dans leur intérêt le plus sacré, la rente foncière, les aristocrates furieux talonnèrent philanthropiquement contre les abominables pratiques de leurs ennemis bourgeois. Note 105. Telle fut l'origine du Factory Act additionnel du 7 juin 1844, qui entra en vigueur le 10 septembre de la même année. Il place sous la protection de la loi une nouvelle catégorie de travailleurs, savoir les femmes au-dessus de 18 ans. Elles furent mises à tous égards sur un pied d'égalité avec les adolescents. Leur temps de travail fut limité à 12 heures, le travail de nuit leur fut interdit, etc.
Pour la première fois, la législation se vit contrainte de contrôler directement et officiellement le travail de personnes majeures. Dans le rapport de fabrique de 1844-45, il est dit ironiquement, ouvrez les guillemets, jusqu'ici, nous n'avons point connaissance que des femmes parvenues à majorité se soient plaintes une seule fois de cette atteinte portée à leurs droits. Note 106, fermez les guillemets. Le travail des enfants au-dessous de 13 ans fut réduit à 6h30 par jour et dans certains cas à 7 heures. Note 107. Pour écarter les abus du faux système de relais, la loi établit quelques règlements de détail d'une grande importance, entre autres les suivants. Ouvrez les guillemets. La journée de travail pour les enfants et adolescents doit être comptée à partir du moment où, soit un enfant, soit un adolescent, commence à travailler le matin dans la fabrique. Fermez les guillemets. De telle sorte que si A, par exemple, commence son travail à 8 heures du matin et B à 10 heures, la journée de travail pour B doit finir à la même heure que pour A. Ouvrez les guillemets. Le commencement de la journée de travail doit être indiqué par une horloge publique, par l'horloge au chemin de fer voisin par exemple, sur lequel la cloche de la fabrique doit se régler. Il faut que le fabricant affiche dans la fabrique un avis imprimé en grosses lettres dans lequel se trouve fixé le commencement, la fin et les pauses de la journée de travail. Les enfants qui commencent leur travail avant midi ne doivent plus être employés après 1 heure de l'après-midi. La série d'après-midi sera donc composée d'autres enfants que celle du matin. L'heure et demie pour les repas doit être octroyée à tous les travailleurs protégés par la loi aux mêmes périodes du jour, 1 heure au moins avant 3 heures de l'après-midi. Aucun enfant ou adolescent ne doit être employé avant 1 heure de l'après-midi plus de 5 heures, sans une pause d'une demi-heure au moins pour leur repas. Aucun enfant, adolescent ou femme ne doit rester pendant un repas quelconque dans l'atelier de la fabrique, tant qu'il s'y fait n'importe quelle opération, etc. Fermez les guillemets. On le voit, ces édits minutieux qui règlent militairement et au son de la cloche la période, les limites et les pauses du travail, ne furent point le produit d'une fantaisie parlementaire. Ils naquirent des circonstances et se développèrent peu à peu comme loi naturelle du mode de production moderne. Il fallut une longue lutte sociale entre les classes avant qu'ils fussent formulés, reconnus officiellement et promulgués au nom de l'État. Une de leurs conséquences les plus immédiates fut que, dans la pratique, la journée de travail des ouvriers mâles adultes se trouva du même coup limitée, parce que dans la plupart des travaux de la grande industrie, la coopération d'enfants, d'adolescents et de femmes est indispensable. La journée de travail de 12 heures resta donc en vigueur généralement et uniformément pendant la période de 1844-47 dans toutes les fabriques soumises à la législation manufacturière. Les fabricants ne permirent pas néanmoins ce progrès sans qu'il fût compensé par un recul. Sur leurs instances, la Chambre des communes réduisit de 9 à 8 ans l'âge minimum des exploitables, pour assurer au capital l'approvisionnement additionnel d'enfants de fabrique, qui lui était dû de par Dieu et de par la loi. Note 108. Les années 1846-47 font époque dans l'histoire économique de l'Angleterre. Abrogation de la loi des céréales, abolition des droits d'entrée sur le coton et autres matières premières, proclamation du libre-échange comme guide de la législation commerciale. En un mot, le règne millénaire commençait à poindre. D'autre part, c'est dans les mêmes années que le mouvement chartiste et l'agitation des 10 heures atteignirent leur point culminant. Ils trouvèrent des alliés dans les Tories, qui ne respiraient que vengeance. Malgré la résistance fanatique de l'armée libre-échangiste parjure, en tête de laquelle marchaient Bright et Cobden, le Bill des 10 heures, objet de tant de luttes, fut adopté par le Parlement. La nouvelle loi sur les fabriques du 8 juin 1847 établit qu'au 1er juillet de la même année, la journée de travail serait préalablement réduite à 11 heures pour les adolescents, entre guillemets, de 13 à 18 ans, et pour toutes les ouvrières, mais qu'au 1er mai 1848 aurait lieu la limitation définitive à 10 heures. Pour le reste, ce n'était qu'un amendement des lois de 1833 et 1844. Le capital entreprit alors une campagne préliminaire dont le but était d'empêcher la mise en pratique de la loi au 1er mai 1848. C'étaient les travailleurs eux-mêmes qui, censés instruits par l'expérience, devaient, d'après le plan des maîtres, servir d'auxiliaires pour la destruction de leur propre ouvrage. Le moment était habilement choisi. Ouvrez les guillemets. On doit se souvenir que par suite de la terrible crise de 1846-47, il régnait une profonde misère, provenant de ce qu'un grand nombre de fabriques avaient raccourci le travail et que d'autres l'avaient complètement suspendu. Beaucoup d'ouvriers se trouvaient dans la gêne et étaient endettés. Il y avait donc toute apparence qu'ils accepteraient volontiers un surcroît de travail pour réparer leurs pertes passées, payer leurs dettes, retirer leurs meubles engagés,
remplacer les effets vendus, acheter de nouveaux vêtements pour eux-mêmes et pour leur famille, etc. Note 109, fermez les guillemets. Messieurs les fabricants cherchèrent à augmenter l'effet naturel de ces circonstances, en abaissant d'une manière générale le salaire de 10%. C'était pour payer la bienvenue de l'ère libre-échangiste. Une seconde baisse de 8,1% se fit lors de la réduction de la journée à 11 heures, et une troisième de 15% quand la journée descendit définitivement à 10 heures. Partout où les circonstances le permirent, les salaires furent réduits d'au moins 25%. Note 110. Avec des chances si heureuses, on commença à semer l'agitation parmi les ouvriers pour l'abrogation de la loi de 1847. Aucun des moyens que peut fournir le mensonge, la séduction et la menace ne fut dédaigné. Mais tout fut inutile. On réunit à grand-peine une demi-douzaine de pétitions où des ouvriers durent se plaindre, entre guillemets, de l'oppression qu'ils subissaient en vertu de cette loi. Mais les pétitionnaires eux-mêmes déclarèrent dans leur interrogatoire qu'on les avait contraints à donner leur signature, ouvrez les guillemets, qu'en réalité ils étaient bien opprimés, mais non point par la loi sudite. Note 111, fermez les guillemets. Les fabricants ne réussissant point à faire parler les ouvriers dans leur sens, se mirent eux-mêmes à crier d'autant plus haut dans la presse et dans le Parlement au nom des ouvriers. Ils dénoncèrent les inspecteurs comme une espèce de commissaires révolutionnaires qui sacrifiaient impitoyablement le malheureux travailleur à leurs fantaisies humanitaires. Cette manœuvre n'eut pas plus de succès que la première. L'inspecteur de fabrique, Leonard Dorner en personne, et accompagné de ses sous-inspecteurs, procéda dans le Lancashire à de nombreux interrogatoires. Environ 70% des ouvriers entendus se déclarèrent pour 10 heures, un nombre peu considérable pour 11, et enfin une minorité tout à fait insignifiante pour les 12 heures anciennes. Note 112. Une autre manœuvre à l'amiable consista à faire travailler de 12 à 15 heures les ouvriers mâles adultes et à proclamer ce fait comme la véritable expression des désirs du cœur des prolétaires. Mais l'impitoyable Leonard Dorner revint de nouveau à la charge. La plupart de ceux qui travaillaient plus que le temps légal déclarèrent, ouvrez les guillemets, qu'ils préféreraient de beaucoup travailler 10 heures pour un salaire moindre, mais qu'ils n'avaient pas le choix. Un si grand nombre d'entre eux se trouvaient sans travail, tant de fileurs étaient forcés de travailler comme simples rattacheurs, que s'ils se refusaient à la prolongation du temps de travail, d'autres prendraient aussitôt leur place, de sorte que la question pour eux se formulait ainsi, ou travailler plus longtemps, ou rester sur le pavé. Note 113, fermez les guillemets. Le ballon d'essai du capital creva, et la loi des 10 heures entra en vigueur le 1er mai 1848. Mais la défaite du parti chartiste, dont les chefs furent emprisonnés et l'organisation détruite, venait d'ébranler la confiance de la classe ouvrière anglaise en sa force. Bientôt après, l'insurrection de juin à Paris, noyée dans le sang, réunit sous le même drapeau, en Angleterre comme sur le continent, toutes les fractions des classes régnantes, propriétaires fonciers et capitalistes, loups de bourse et rats de boutique, protectionnistes et libres échangistes, gouvernement et opposition, calotins et esprits forts, jeunes catins et vieilles nonnes, et leur cri de guerre fut « Sauvons la caisse, la propriété, la religion, la famille et la société ». La classe ouvrière, déclarée criminelle, fut frappée d'interdiction et placée sous, entre guillemets, la loi des suspects. Messieurs les fabricants n'eurent plus dès lors besoin de se gêner. Ils se déclarèrent en révolte ouverte, non seulement contre la loi des 10 heures, mais encore contre toute la législation qui, depuis 1833, cherchait à réfréner dans une certaine mesure la, entre guillemets, libre exploitation de la force de travail. Ce fut une rébellion esclavagiste en miniature, poursuivie pendant plus de 2 ans avec l'effronterie la plus cynique, la persévérance la plus féroce et le terrorisme le plus implacable, à d'autant meilleur compte que le capitaliste révolté ne risquait que la peau de ses ouvriers. Pour comprendre ce qui suit, il faut se souvenir que les lois de 1833, 1844 et 1847 sur le travail dans les fabriques étaient toutes trois en vigueur, en tant du moins que l'une n'amendait pas l'autre, qu'aucune ne limitait la journée de travail de l'ouvrier mâle âgé de plus de 18 ans, et que depuis 1833, la période de 15 heures, entre 5h30 du matin et 8h30 du soir, était restée le jour entre guillemets légal, dans les limites duquel le travail des adolescents et des femmes, d'abord de 12 heures, plus tard de 10, devait s'exécuter dans les conditions prescrites. Les fabricants commencèrent par congédier çà et là une partie et parfois la moitié des adolescents et des ouvrières employés par eux. Puis ils rétablirent en revanche parmi les ouvriers adultes le travail de nuit presque tombé en désuétude. La loi des 10 heures, s'écrièrent-ils, ne nous laisse pas d'autre alternative. Note 114. Leur seconde agression eut pour objet les intervalles légaux prescrits pour les repas. Écoutons les inspecteurs. Ouvrez les guillemets. Depuis la limitation des heures de travail à 10,
Les fabricants soutiennent, bien que dans la pratique ils ne poussent pas leur manière de voir à ces dernières conséquences, que s'ils font travailler par exemple de 9 heures du matin à 7 heures du soir, ils satisfont aux prescriptions de la loi en donnant 1 heure et demie pour les repas de la façon suivante. 1 heure le matin avant 9 heures et une demi-heure le soir après 7 heures. Dans certains cas, ils accordent maintenant une demi-heure pour le dîner, mais ils prétendent en même temps que rien ne les oblige à accorder une partie quelconque de l'heure et demie légale dans le cours de la journée de travail de 10 heures. Note 115, fermez les guillemets. Messieurs les fabricants soutenaient donc que les articles de la loi de 1844, qui règlent si minutieusement les heures de repas, donnaient tout simplement aux ouvriers la permission de manger et de boire avant leur entrée dans la fabrique et après leur sortie, c'est-à-dire de prendre leur repas chez eux. Pourquoi en effet les ouvriers ne dîneraient-ils pas avant 9 heures du matin? Les juristes de la couronne décidèrent pourtant que le temps prescrit pour les repas devait être accordé pendant la journée de travail réelle, par intervalle, et qu'il était illégal de faire travailler sans interruption 10 heures entières, de 9 heures du matin à 7 heures du soir. Note 116. Après ces aimables démonstrations, le capital préluda à sa révolte par une démarche qui était conforme à la loi de 1844, et par conséquent légale. La loi de 1844 défendait bien, passé 1 heure de l'après-midi, d'employer de nouveau les enfants de 8 à 13 ans qui avaient été occupés avant midi. Mais elle ne réglait en aucune manière les 6 heures et demie de travail des enfants, qui se mettaient à l'ouvrage à midi ou plus tard. Des enfants de 8 ans pouvaient donc, à partir de midi, être employés jusqu'à 1 heure, puis de 2 heures à 4 heures, et enfin de 5 heures à 8h30, en tout 6 heures et demie, conformément à la loi. Mieux encore, pour faire coïncider leur travail avec celui des ouvriers adultes jusqu'à 8h30 du soir, il suffisait aux fabricants de ne leur donner aucun ouvrage avant 2 heures de l'après-midi, et de les retenir ensuite, sans interruption dans la fabrique, jusqu'à 8h30. Ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, l'on avoue expressément que par suite de la cupidité des fabricants et de leur envie de tenir leur machine en haleine pendant plus de 10 heures, la pratique s'est glissée en Angleterre de faire travailler jusqu'à 8h30 du soir des enfants des deux sexes, de 8 à 13 ans, seuls avec les hommes, après le départ des adolescents et des femmes. Note 117, fermez les guillemets. Ouvriers et inspecteurs protestèrent au nom de la morale et de l'hygiène. Mais le capital pense comme Shylock. Que le poids de mes actes retombe sur ma tête. Je veux mon droit, l'exécution de mon bail et tout ce qu'il a stipulé. En réalité, d'après les chiffres produits devant la Chambre des communes le 26 juillet 1850, et malgré toutes les protestations, il y avait le 15 juillet 1850 3742 enfants dans 275 fabriques soumis à cette pratique entre guillemets nouvelle. Note 118. Ce n'était pas encore assez. L'œil de lynx du capital découvrit que la loi de 1844 défendait bien, il est vrai, de faire travailler plus de 5 heures avant midi sans une pause d'au moins 30 minutes pour se restaurer, mais aussi qu'il ne prescrivait rien de pareil pour le travail postérieur. Il demanda donc et obtint la jouissance non seulement de faire trimer de 2 à 9 heures du soir sans relâche des enfants de 8 ans, mais encore de les faire jeûner et de les affamer. C'est la chair qu'il me faut, disait Shylock. Ainsi le porte le billet. Note 119. Cette façon de s'accrocher à la lettre de la loi, en tant qu'elle règle le travail des enfants, n'avait pour but que de préparer la révolte ouverte contre la même loi, en tant qu'elle règle le travail des adolescents et des femmes. On se souvient que l'objet principal de cette loi était l'abolition du faux système de relais. Les fabricants commencèrent leur révolte en déclarant tout simplement que les articles de la loi de 1844, qui défendent d'employer ad libitum les adolescents et les femmes en leur faisant suspendre et reprendre leur travail à n'importe quel moment de la journée, n'étaient qu'une bagatelle comparativement, tant que le temps de travail demeurait fixé à 12 heures, mais que depuis la loi des 10 heures, il ne fallait plus parler de s'y soumettre. Note 120. Ils firent donc entendre aux inspecteurs, avec le plus grand sang-froid, qu'ils sauraient se placer au-dessus de la lettre de la loi et rétabliraient l'ancien système de leur propre autorité. Note 121. Ils agissaient ainsi du reste dans l'intérêt même des ouvriers mal conseillés, ouvrez les guillemets, pour pouvoir leur payer des salaires plus élevés, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. C'était en outre le seul et unique moyen de conserver, avec la loi des 10 heures, la suprématie industrielle de la Grande-Bretagne. Note 122, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Possible que la pratique du système des relais rende quelque peu difficile la découverte des infractions à la loi. Mais quoi? Le grand intérêt manufacturier du pays doit-il être traité par-dessous la jambe pour épargner un peu de peine aux inspecteurs de fabrique et aux sous-inspecteurs? Note 123, fermez les guillemets.
Toutes ces balivernes ne produisirent naturellement aucun effet. Les inspecteurs des fabriques procédèrent juridiquement. Mais bientôt, le ministre de l'Intérieur, Sir George Grey, fut tellement bombardé de pétitions des fabricants que dans une circulaire du 5 août 1848, il recommanda aux inspecteurs, ouvrez les guillemets, de ne point intervenir pour violation de la lettre de la loi tant qu'il ne serait pas prouvé suffisamment qu'on avait abusé du système des relais pour faire travailler des femmes et des adolescents plus de 10 heures. Fermez les guillemets. Aussitôt, l'inspecteur de fabrique John Stuart autorisa le suddi système dans toute l'Écosse, où il refleurit de plus belle. Les inspecteurs anglais, au contraire, déclarèrent que le ministre ne possédait aucun pouvoir dictatorial qui lui permît de suspendre les lois, et continuèrent à poursuivre juridiquement les rebelles. Mais à quoi bon traîner les capitalistes à la barre de la justice, puisque les County Magistrates, note 124, prononcent l'acquittement? Dans ces tribunaux, messieurs les fabricants siégeaient comme juges de leur propre cause. Un exemple, un certain Eskridge, filateur de la raison sociale Kershaw, Lees et compagnie, avait soumis à l'inspecteur de son district le plan d'un système de relais destiné à sa fabrique. Et conduit avec un refus, il se tint d'abord quoi? Quelques mois plus tard, un individu nommé Robinson, filateur de coton également, et dont le suddi Eskridge était le parent, sinon le vendredi, comparaissait devant le tribunal du bourg de Stockport pour avoir mis à exécution un plan de relais ne différant en rien de celui qu'Eskridge avait inventé. 4 juges siégeaient, dont 3 filateurs de coton à la tête desquels l'inventif Eskridge. Eskridge acquitta Robinson, puis fut d'avis que ce qui était juste pour Robinson était équitable pour Eskridge. S'appuyant donc sur son propre arrêt, il établit immédiatement le système dans sa propre fabrique. Note 125. La composition de ce tribunal était déjà assurément une violation flagrante de la loi. Note 126. Ouvrez les guillemets. Ce genre de farce juridique, s'écrie l'inspecteur Howell, exige qu'on y mette bon ordre. Ou bien accommoder la loi à ces sortes de jugements, ou bien confier là un tribunal moins sujet à faillir et qui sache mettre ses décisions en accord avec elle. Dans tous les cas semblables, combien ne désire-t-on pas un juge payé? Note 127. Les juristes de la couronne déclarèrent absurde l'interprétation donnée par les fabricants à la loi de 1844, mais les sauveurs de la société ne s'émurent pas pour si peu. Après avoir essayé en vain, rapporte Leonard Horner, de faire exécuter la loi, au moyen de 10 poursuites dans 7 circonscriptions judiciaires différentes, et n'avoir été soutenu qu'en un seul cas par les magistrats, je regarde toute poursuite pour entorse donnée à la loi comme désormais inutile. La partie de la loi, qui a été rédigée pour créer l'uniformité dans les heures de travail, n'existe plus dans le Lancashire. D'autre part, mes sous-agents et moi ne possédons aucun moyen de nous assurer que les fabriques, où règne le système des relais, n'occupent pas les adolescents et les femmes au-delà de 10 heures. Depuis la fin d'avril 1849, il y a déjà dans mon district 118 fabriques qui travaillent d'après cette méthode, et leur nombre augmente tous les jours rapidement. En général, elles travaillent maintenant 13h30, de 6h du matin à 7h30 du soir, dans quelques cas 15h, de 5h30 du matin à 8h30 du soir. Note 128. En décembre 1848, Leonard Horner possédait déjà une liste de 65 fabricants et de 29 surveillants de fabrique qui déclaraient tous d'une voix qu'avec le système des relais en usage, aucun système d'inspection ne pouvait empêcher le travail extra d'avoir lieu sur la plus grande échelle. Note 129. Les mêmes enfants et les mêmes adolescents étaient transférés tantôt de la salle à filer dans la salle à tisser, tantôt d'une fabrique dans une autre. Note 130. Comment contrôler un système, ouvrez les guillemets, qui abuse du mot relais pour mêler les bras comme des cartes les unes avec les autres en 1000 combinaisons diverses, et pour varier chaque jour les heures de travail et de répit à tel point pour les différents individus qu'un seul et même assortiment de bras complet ne travaille jamais à la même place et dans le même temps. Note 131. Fermez les guillemets. Indépendamment de l'excès de travail qu'il créait, ce suddi système de relais était un produit de la fantaisie capitaliste, tel que Fourier n'a pu le dépasser dans ses esquisses les plus humoristiques des courtes séances. Mais il faut dire que le système remplaçait l'attraction du travail par l'attraction du capital. Il suffit pour s'en assurer de jeter un coup d'œil sur les cadres fournis par les fabricants, sur cette organisation que la presse honnête et modérée exaltait comme un modèle, entre guillemets, de ce qu'un degré raisonnable de soin et de méthode peut accomplir. Le personnel des travailleurs était divisé parfois en 12 et 14 catégories, dont les parties constitutives subissaient de nouveau des modifications continuelles. Pendant la période de 15 heures formant la journée de fabrique, le capital appelait l'ouvrier maintenant pour 30 minutes puis pour 1 heure,
et le renvoyaient ensuite pour le rappeler de nouveau et le renvoyer encore, le ballottant de côté et d'autre par lambeaux de temps disséminés, sans jamais le perdre de l'œil ni de la main, jusqu'à ce que le travail de 10 heures fût accompli. Comme sur un théâtre, les mêmes comparses savaient apparaître tour à tour dans les différentes scènes des différents actes. Mais de même qu'un acteur, pendant toute la durée du drame, appartient à la scène, de même les ouvriers appartenaient à la fabrique pendant 15 heures, sans compter le temps d'aller et de retour. Les heures de répit se transformaient ainsi en heures d'oisiveté forcée qui entraînaient le jeune ouvrier au cabaret et la jeune ouvrière au bordel. Chaque fois que le capitaliste inventait quelque chose de neuf, ce qui avait lieu tous les jours pour tenir ses machines en haleine pendant 12 ou 15 heures sans augmenter son personnel, le travailleur était obligé tantôt de perdre son temps, tantôt d'en profiter à la hâte pour avaler son repas. Lors de l'agitation des 10 heures, les fabricants criaient partout que, si la canaille ouvrière faisait des pétitions, c'était dans l'espoir d'obtenir un salaire de 12 heures pour un travail de 10. Ils avaient maintenant retourné la médaille. Ils payaient un salaire de 10 heures pour une exploitation de 12 et 15 heures. Note 132. Voilà comment la loi des 10 heures était interprétée par les fabricants. C'étaient cependant les mêmes hommes, les mêmes libre-échangistes confidonction, suant par tous les pores l'amour de l'humanité, qui, pendant 10 ans, tant que dura l'agitation contre la loi des céréales, ne se lassaient pas de démontrer aux ouvriers, par sous et liards, que 10 heures de leur travail quotidien suffiraient amplement pour enrichir les capitalistes si un nouvel essor était donné à l'industrie anglaise par la libre importation des grains. Note 133. La révolte du capital, après avoir duré 2 années, fut enfin couronnée par l'arrêt d'une des 4 hautes cours d'Angleterre, la cour de l'Échiquier. À propos d'un cas qui lui fut présenté le 8 février 1850, cette cour décida que les fabricants agissaient, il est vrai, contre le sens de la loi de 1844, mais que cette loi elle-même contenait certains mots qui la rendaient absurde. Ouvrez les guillemets. Par suite de cette décision, la loi des 10 heures fut en réalité abolie. Note 134, fermez les guillemets. Une foule de fabricants, qui jusqu'alors n'avaient pas osé employer le système des relais pour les adolescents et les ouvrières, y allèrent désormais des 2 mains à la fois. Note 135. Mais ce triomphe du capital, en apparence définitif, fut aussitôt suivi d'une réaction. Les travailleurs avaient opposé jusqu'alors une résistance passive, quoique indomptable et sans cesse renaissante. Ils se mirent maintenant à protester dans le Lancashire et le Yorkshire par des meetings de plus en plus menaçants. La prétendue loi des 10 heures, s'écriait-il, n'aurait donc été qu'une mauvaise farce, une duperie parlementaire, et n'aurait jamais existé. Les inspecteurs de fabrique avertirent avec instance le gouvernement que l'antagonisme des classes était monté à un degré incroyable. Des fabricants eux-mêmes se mirent à murmurer. Ils se plaignirent de ce que, ouvrez les guillemets, grâce aux décisions contradictoires des magistrats, il régnait une véritable anarchie. Telle loi était en vigueur dans le Yorkshire, telle autre dans le Lancashire, telle autre dans une paroisse de ce dernier comté, telle autre enfin dans le voisinage immédiat. Si les fabricants des grandes villes pouvaient éluder la loi, il n'en était pas de même des autres, qui ne trouvaient point le personnel nécessaire pour le système de relais, et encore moins pour le ballotage des ouvriers, d'une fabrique dans une autre, et ainsi de suite. Fermez les guillemets. Or, le premier droit du capital n'est-il pas l'égalité dans l'exploitation de la force du travail ? Ces diverses circonstances amenèrent un compromis entre fabricants et ouvriers, lequel fut scellé parlementairement par la loi additionnelle sur les fabriques, le 5 août 1850. La journée de travail fut élevée de 10 heures à 10h30 dans les 5 premiers jours de la semaine et restreinte à 7h30 le samedi pour les adolescents et les femmes. Le travail doit avoir lieu de 6 heures du matin à 6 heures du soir, note 136, avec des pauses d'1h30 pour les repas, lesquels doivent être accordés en même temps conformément aux prescriptions de 1844, etc. Le système des relais fut ainsi aboli une fois pour toutes. Note 137. Pour ce qui est du travail des enfants, la loi de 1844 resta en vigueur. Une autre catégorie de fabricants s'assura cette fois comme précédemment des privilèges seigneuriaux sur les enfants des prolétaires. Ce furent les fabricants de soie. En 1833, ils avaient hurlé combinatoirement que, ouvrez les guillemets, si on leur ôtait la liberté d'exténuer pendant 10 heures par jour des enfants de tout âge, c'était arrêter leur fabrique, qu'il leur était impossible d'acheter un nombre suffisant d'enfants au-dessus de 13 ans, fermez les guillemets, et ils avaient ainsi extorqué le privilège désiré. Des recherches ultérieures démontrèrent que ce prétexte était un pur mensonge, note 138, ce qui ne les empêcha pas, 10 années durant,
de filer de la soie chaque jour pendant 10 heures avec le sang d'enfants si petits qu'on était obligé de les mettre sur de hautes chaises pendant toute la durée de leur travail. La loi de 1844 les dépouilla bien, à vrai dire, de la liberté de faire travailler plus de 6h30 des enfants au-dessous de 11 ans, mais leur assurant en retour le privilège d'employer pendant 10 heures des enfants entre 11 et 13 ans, et de défendre leurs victimes de fréquenter l'école obligatoire pour les enfants des autres fabriques. Cette fois, le prétexte était que, ouvrez les guillemets, la délicatesse du tissu exigeait une légèreté de toucher qu'ils ne pouvaient acquérir qu'en entrant de bonne heure dans la fabrique. Fermez les guillemets. Note 139. Pour la finesse des tissus de soie, les enfants furent immolés en masse, comme les bêtes à cornes le sont dans le sud de la Russie, pour leur peau et leur graisse. Le privilège accordé en 1844 fut enfin limité en 1850 aux ateliers de dévidage de soie. Mais ici, pour dédommager la cupidité de sa liberté ravie, le temps de travail des enfants de 11 à 13 ans fut élevé de 10 heures à 10h30. Sous quel nouveau prétexte? Ouvrez les guillemets. Parce que le travail est beaucoup plus facile dans les manufactures de soie que dans les autres, et de beaucoup moins nuisible à la santé. Note 140, fermez les guillemets. Une enquête médicale officielle prouva ensuite que bien au contraire, ouvrez les guillemets, le chiffre moyen de mortalité dans les districts où se fabrique la soie est exceptionnellement élevé et dépasse même, pour la partie féminine de la population, celui des districts cotonniers du Lancashire. Fermez les guillemets. Note 141. Malgré les protestations des inspecteurs renouvelées tous les 6 mois, le même privilège dure encore. Note 142. La loi de 1850 ne convertit que pour les adolescents et les femmes la période de 15 heures, de 5h30 du matin à 8h30 du soir, en une période de 12 heures, de 6h du matin à 6h du soir. Elle n'améliora en rien la condition des enfants, qui pouvaient toujours être employés une demi-heure avant le commencement et 2h30 après la fin de cette période, bien que la durée totale de leur travail ne pût dépasser 6h30. Pendant la discussion de la loi, les inspecteurs de fabrique présentaient au Parlement une statistique des abus infâmes auxquels donnait lieu cette anomalie. Mais tout fut inutile. L'intention secrète cachée au fond de ces manœuvres était, en mettant en jeu les enfants, de faire remonter à 15 heures pendant les années de prospérité la journée de travail des ouvriers adultes. L'expérience des 3 années suivantes fit voir qu'une semblable tentative échouerait contre la résistance de ces derniers. Note 143. La loi de 1850 fut donc complétée en 1853 par la défense, entre guillemets, d'employer les enfants le matin avant et le soir après les adolescents et les femmes. Fermez les guillemets. À partir de ce moment, la loi de 1850 régla, à peu d'exceptions près, la journée de travail de tous les ouvriers dans les branches d'industrie qui lui étaient soumises. Note 144. Depuis la publication du premier Factory Act, il s'était écoulé un demi-siècle. Note 145. La législation manufacturière sortit pour la première fois de sa sphère primitive par le Printworks Act de 1845, loi concernant les fabriques de cotons imprimés. Le déplaisir avec lequel le capital accepta cette nouvelle entre guillemets extravagance perce à chaque ligne de la loi. Elle restreint la journée de travail pour enfants et pour femmes à 16 heures comprises entre 6 heures du matin et 10 heures du soir, sans aucune interruption légale pour les repas. Elle permet de faire travailler les ouvriers mâles, au-dessus de 13 ans, tout le jour et toute la nuit à volonté. Note 146. C'est un avortement parlementaire. Note 147. Néanmoins, par la victoire dans les grandes branches d'industrie, qui sont la création propre du mode de production moderne, le principe avait définitivement triomphé. Leur développement merveilleux de 1853 à 1860, marchant de pair avec la renaissance physique et morale des travailleurs, frappa les yeux des moins clairvoyants. Les fabricants eux-mêmes, auxquels la limitation légale et les règlements de la journée de travail avaient été arrachés lambeau par une guerre civile d'un demi-siècle, firent ressortir avec ostentation le contraste qui existait entre les branches d'exploitation encore entre guillemets libres et les établissements soumis à la loi. Note 148. Les pharisiens de l'économie politique se mirent à proclamer que la découverte nouvelle et caractéristique de leur science était d'avoir reconnu la nécessité d'une limitation légale de la journée de travail. Note 149. On comprend facilement que lorsque les magnats de l'industrie se furent soumis à ce qu'ils ne pouvaient empêcher, et se furent même réconciliés avec les résultats acquis, la force de résistance du capital faiblit graduellement, tandis que la force d'attaque de la classe ouvrière grandit avec le nombre de ses alliés dans les couches de la société qui n'avaient dans la lutte aucun intérêt immédiat. De là comparativement des progrès rapides depuis 1850.
Les teintureries et les blanchisseries furent soumises en 1860, note 150. Les fabriques de dentelle et les bonnetteries en 1861 à la loi sur les fabriques de 1850. À la suite du premier rapport de la Commission des enfants, les manufactures de toute espèce d'articles d'argile, non pas seulement les poteries, partagèrent le même sort, ainsi que les fabriques d'allumettes chimiques, de capsules, de cartouches, de tapis, et un grand nombre de procédés industriels compris sous le nom de finishing, dernier après. En 1863, note 151, les blanchisseries en plein air et les boulangeries furent soumises également à 2 lois particulières, dont la première défend le travail de nuit, c'est-à-dire de 8 heures du soir à 6 heures du matin, pour enfants, femmes et adolescents, et la seconde l'emploi de garçons boulangers au-dessous de 18 ans entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. Nous reviendrons plus tard sur les propositions ultérieures de la même commission qui, à l'exception de l'agriculture, des mines et des transports, menacent de priver de leur « liberté » toutes les branches importantes de l'industrie anglaise. Note 152.